Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage. Salut Pat. Salut mon Ben. Gros show aujourd'hui, mais on est pressé par le temps. 45 minutes top chrono. Ça va être bien rempli. TKO 47 cette fin de semaine. En fait, ce jeudi. Déjà demain, on enregistre le podcast mercredi. Oui. Charles Jourdain contre Jesse Ronson en grande finale. On va en discuter. On va mettre la table pour l'UFC 236. Gros gala qui va se passer du côté de Chicago. Oui, monsieur. Cette fin de semaine. 2 titres intérimaires en jeu. On va parler également de la situation avec TJ Dillashaw. Ça va pas très bien de son côté, pris pour dopage. On commence immédiatement avec un invité de marque, un gars qui va se battre, qui va être dans la cage demain du côté du centre Claude Robillard de Montréal. Charles Jourdain monte de catégorie de poids pour affronter Jesse Ronson. C'est chez les 155 livres. Charles, comment vas-tu, mon ami? Ça va bien, vous autres? Yes, sir, yes, sir. Tu as l'air en grande forme. Et là, il faut rappeler aux gens que c'était jour de peser aujourd'hui. On sait que c'est pas toujours une épreuve facile. Tu as réussi l'épreuve. Comment ça s'est passé, la pesée? Super bien. Comme tu l'as dit, je me bats d'une catégorie au-dessus. Fait que j'ai eu seulement 5 livres à couper. Je sais que Jesse en coupait pas mal plus. Puis il avait l'air pas mal plus d'une momie que moi. Fait que, moi, je suis en pleine forme. Je me sens bien. Puis je pense que ça va jouer à mon avantage dans ce combat-là. Justement, tu montes d'une carrière de poids. Où est-ce que ça va t'amener, ce combat-là? C'est où, dans ta carrière, tu places ce combat-là? Parce que, est-ce qu'il te manquait du challenge à 145 livres? Ou est-ce que c'est vraiment, tu penses que c'est un tremplin qui pourrait t'amener peut-être vers les portes de l'UFC, battre un combattant qui s'est battu 3 fois à l'UFC déjà? Oui. C'est sûr que ça l'ouvre des portes, mais pour l'instant, il me reste 2 combats avec TKO. Il reste celui-là puis un autre. Fait que, je vais commencer par celui-là. C'est la seule fois que j'ai perdu contre TJ, c'est parce que je pensais déjà à l'UFC. Je pensais j'étais déjà un petit peu trop loin dans ma tête. Fait que j'y vais step by step, mais c'est sûr que ça me donne des cartouches de négociation pour des organisations comme One en Asie, puis comme Ryzen, je pense que c'est en Russie. Il y a plusieurs grosses organisations qui ont quand même l'œil sur moi. Il y a l'UFC qui est intéressante, ça c'est sûr. Fait que, il y a plein de belles portes qui peuvent s'ouvrir après une victoire, mais on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Fait que, Pat l'a dit, Charles, tu sais, le gars, Jesse Ronson est passé à travers toute la compétition à TKO depuis le retour de l'organisation au Québec. Oui. 3 combats à l'UFC, 3 défaites par décision partagée, un gars extrêmement expérimenté. C'est probablement ton plus gros défi en carrière. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est dangereux ce combat-là pour toi? Oui, c'est comme ça qu'on s'améliore. J'ai tout le temps, quand j'ai visé Will Romero, Will, il y avait beaucoup de combats. Après ça, ils ont dit que Kevin Généreux était trop gros pour moi, fait que je l'ai pris. J'ai tout le temps carburé au défi. Puis win or lose, je pense que ça va être une très belle expérience, mais j'ai déjà passé tous les pires scénarios dans ma tête, je les ai acceptés. Puis une fois que je fais ça, je pense que j'arrive avec une force de mental qui est hors norme. Là. Parce que j'ai vu Jesse tantôt, puis là j'ai regardé notre vidéo de face-up, puis quand je l'ai vu, là, j'étais comme, hey man, t'as beau être Jesse Ronson, t'as beau être n'importe qui, je sais où est-ce que je m'en vais, puis tu m'arrêteras pas. Tantôt, j'avais les mains moites, j'avais juste hâte de le frapper demain. Là. J'ai hâte que demain, la cloche sonne et que je sois devant lui. Puis c'est vraiment une belle énergie que j'ai en ce moment. Puis je suis très confiant que je vais le finir au premier round. Tu es sur 3 victoires consécutives, 3 victoires avant la limite et tu as lancé, que tu as dit que tu allais le terminer au premier round. Oui. Tu as sorti ça. Est-ce que tu penses... comment il va réagir, lui, parce que vraiment, il a de l'expérience au niveau international, peut-être un petit peu plus que toi. Est-ce que tu vas... Est-ce que c'était sérieux, cette prédiction-là, ou tu vas peut-être commencer à comprendre son style, mais je commence à te connaître très bien, tu es un combattant qui est ultra spectaculaire, tu aimes donner un spectacle, et je pense que si tu mets la pression, si tu veux mettre la pression tout de suite, tu vas la mettre. Oui. C'est parce que Jesse, comme vous le voyez dans tous ses combats, c'est un gars qui analyse beaucoup pendant la première reprise. Puis il mange beaucoup de dommages. Il a mangé beaucoup de dommages contre Michael Dufort, contre Jérémy Caponi. Puis après ça, il commence à s'installer. Puis moi, c'est l'inverse. Moi, je suis toujours extrêmement, non seulement extrêmement, mais très puissant, très rapide. Puis je pense que s'il commence avec un slow pace, puis qu'il regarde et il teste un petit peu trop d'ouverture, parce que il teste au début. C'est comme il essaie de donner une claque sur le taureau, puis il espère que le taureau il rentre pas dedans.
ben le taureau va y rentrer dedans cette fois-ci. Là. Il regarde c'est quoi les ouvertures, mais plus il regarde pour les ouvertures, plus il se met à risque. Comme moi, je pense qu'Alex Morgan était beaucoup plus difficile à finir que Jesse Ronson parce que Alex Morgan te laisse pas d'espace. Il est très défensif. Ouais. Il est tout le temps en train de reculer, tandis que Jesse, c'est l'inverse. Il est tout le temps sur toi, puis plus tu attaques, plus tu te mets à risque de te faire attaquer. Fait que je pense que la force de Jesse va être un couteau à double tranchant cette fois. Tu montes de catégorie. Est-ce que tu te vois poursuivre à 155 livres ou ton avenir est à 145? Je pense que c'est la dernière fois que je fais ça. Ah, c'est vrai? C'est une très mauvaise idée. Mais en toute honnêteté, je suis pas un gars de 155 Non, livres. hein? Je me suis dit que j'allais peut-être prendre une bonne masse musculaire. Ce que j'ai fait, j'ai descendu mon taux de gras, j'ai augmenté ma masse. Mais même avec la masse que je possède en ce moment, j'aurais pu faire 145 livres en claquant des doigts. Là. Vraiment, c'est sûr que ça aurait été une coupe un petit peu plus difficile que d'habitude, mais j'aurais pu le faire. Fait que, mais je suis content, ça va être une belle expérience, puis je vais pouvoir dire que je l'ai fait, puis je vais avoir grandi de ce nouveau défi-là. Et c'est intéressant que ce que tu as dit en début d'entrevue. T'es pas fermé à d'autres organisations. Donc, tu as dit ONE FC, Rising, qui est en Asie. Pas juste l'UFC. T'es pas obsédé par rentrer à l'UFC. Mais mon autre question, est-ce que... Oui, exact. Mais est-ce que, suite potentiellement à une victoire face à Jesse Swanson, est-ce qu'on t'a déjà parlé de la prochaine étape? Je sais que tu ne veux pas penser trop loin et je comprends, c'était la même chose dans mon cas, on ne veut pas penser après. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des discussions sérieuses avec, parce que là, on parle beaucoup de l'UFC, mais là, tu as l'air à parler de d'autres organisations qui t'auraient peut-être approché. Oui. Ben, c'est sûr qu'il y a des talks à gauche, à droite. Je ne peux pas tout divulguer pour l'instant parce qu'en ce moment, je suis sur le contrat avec TKO. Puis, tu sais, faut que j'assume ma décision parce que mon contrat avec TKO, il reste 2 combats, puis que je le veuille ou non. Même si l'UFC appelle avec une grosse offre, j'ai mis mon nom sur un contrat, puis Stéphane Patry, c'est lui qui va décider s'il me laisse partir ou pas, ou si je dois absolument terminer mon contrat. Fait que je veux pas regarder trop loin, mais il y a ONE, sérieusement, en Asie, le fait que tu coupes pas de poids, les gars, ils sont bons, c'est des strikers. J'aime tu sais, ils ont apporté tous leurs fighters dans une retreat en fin de semaine. Comment les gars sont traités, puis j'aime ce type de montage-là. Les gars sont respectueux, tandis que du côté américain, c'est un petit peu plus genre comme un peu le WWE. On veut un spectacle, on veut que les gars se détestent, tout, mais on peut remplir des salles sans que 2 gars s'envoient chier. Là. C'est un petit peu plus ça mon approche des martial arts. Puis c'est pour ça que je m'identifie un petit peu plus aux gars à ONE, mais cool. je vais aller où est-ce que le sport peut me payer le mieux. Tu as parlé dans certaines entrevues et dans certaines publications sur les médias sociaux, Charles, des derniers mois qui ont été un petit peu difficiles. Tu parlais de stress, tu parlais d'anxiété. Là, aujourd'hui, on parle... Moi, je trouve que tu as l'air dans une forme incroyable. L'adrénaline qui s'en vient. Ça a été une passe pas mal plus difficile que j'ai failli raccrocher les gants parce que, tu sais, je suis encore jeune puis j'ai encore... toute l'énergie que j'ai mis dans ce sport-là, si je le mets dans n'importe quoi, je pourrais accomplir d'autres buts. Puis c'est parce que je regardais la ceinture de TKO, puis j'étais frustré en dedans de moi. Je la détestais. J'avais le goût de la lancer au bout de mes bras, puis je comprenais pas pourquoi j'étais autant fru après cet objet-là. Mais le problème, c'est que je m'attendais à ce qu'un objet change ma vie. Je m'attendais que la belt fasse de moi quelque chose d'autre, allait m'apporter ici, de l'argent, blablabla. Mais la belt, c'est juste une possession. Puis si dans la vie, tu attends juste que les possessions te rendent heureux, ben tu vas trouver que la vie est longue et est plate. Fait que je suis juste content d'avoir appris de ça. Quand on reçoit quelque chose, mettons que tu as une très grande maison puis un gros Mercedes, tu vas plus être content que la personne que tu es devenue pour avoir ces affaires-là que de ces affaires-là. Parce que vouloir des objets, on en voudra tout le temps, puis on sera jamais satisfait de vouloir des nouveaux jouets. Fait que c'est comme une période où j'ai réussi à découvrir plus sur moi-même. Je suis content d'avoir passé à travers ça. C'est drôle, hein, parce que Georges Saint-Pierre disait exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'il donnait les ceintures au monde important autour de lui. Parce que pour lui, c'était seulement un objet, mais la valeur du titre comme tel qu'il avait remporté était beaucoup plus grande. Donc, c'est une belle approche pour elle. Mais ça a commencé quand? Tu as commencé quand à te sentir comme ça? Puis ça a duré combien de temps? Peut-être une semaine après le combat avec Alex Morgan. Pendant le temps des fêtes, j'essayais d'être le plus joyeux avec les gens. J'étais dans la famille à ma copine, j'étais avec tous les gens autour de moi, ma famille. J'essayais tout le temps de cacher cette facette-là, mais quand je revenais seul chez moi, j'ai commencé à devenir anxieux. Je savais plus où donner de la tête, puis j'en parlais pas. Puis ça, c'était un gros problème. Des fois, les fighters, on est un petit peu proud. Ouais. On est fiers, on veut pas parler de nos problèmes parce que des problèmes pour un gars, ça existe pas. On est ben trop macho. Fait que j'ai comme tout gardé ça en dedans de moi. Puis finalement, j'ai commencé à parler avec mes chums, avec les gens proches de moi. Puis j'ai commencé à m'ouvrir un petit peu plus. Ça m'a fait un grand bien. Ça m'a pris ça m'a fait
avoir des prises de conscience. Puis c'est important de parler. Faut pas être trop macho. Jesse Ronson a parlé beaucoup contre toi dans les médias. Est-ce que tu penses qu'il te sous-estime? Non, mais tantôt, il l'a dit à la pesée. On s'est regardé droit dans les yeux, puis son discours a complètement changé. Puis il a dit I'm fighting Charles fucking Jourdain. I'm not taking him lightly. OK. Il disait que ma technique, il a lâché tout plein de cracks sur ma technique, etc., que j'avais besoin de travailler, blablabla. Mais à la fin de la journée, j'ai pas été chanceux dans mes 8 combats que j'ai terminés. Là. Même si j'ai fait des choses spectaculaires, tu peux pas être chanceux tout le temps dans le fight game. Ça peut arriver, mais tu peux pas être chanceux non-stop. Là. Non, puis tu parles des 8 combats que tu as terminés et c'est en 8 combats total. Donc, ouais, tu as terminé tous exactement. tes adversaires. Donc, il y a une limite à être chanceux là-dessus. Ouais. Je te donne le point. Ouais. Excellent, Charles. Ben, on ne te retiendra pas plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour cette entrevue-là. Je rappelle que ton combat contre Jesse... C'est super gentil. Ben, ça fait plaisir. Puis tu reviens quand tu veux, en fait. On va suivre ça. Je serai au Centre Claude Robillard demain pour le combat. Je vais suivre ça. Tu as fait le poids à 153,8 livres. Donc, on en parlait en début d'émission. C'est relativement facile de ton côté. Ouais. On s'attend à ce que tu sois en très grande forme demain contre Jesse Ronson et ça devrait être un gros show. Il y a même des gens qui disent que c'est peut-être le plus gros combat de l'histoire de TKO. Donc, ben, écoute, une occasion de devenir double champ. Donc, ça, c'est une belle occasion pour Charles. Et écoute, moi, je veux te le dire, Charles, pour un gars de 23 ans, tu as vraiment une grande maturité. Là. Juste le fait de passer à travers puis t'en as parlé. Et c'est vrai que dans ce sport-là, les combattants, on est très, très, très orgueilleux puis on ne veut pas parler à personne. Donc, pour ça, je pense que tu as grandi en tant qu'homme, mais je pense qu'en tant qu'athlète, ça va t'amener à un niveau supérieur aussi. Donc, félicitations. Énormément. Vraiment, merci beaucoup. Charles, merci. Bonne chance demain pour ton combat. On va te regarder. Salut, les gars. Bye-bye. Bye. Effectivement, Pat... quelle maturité quand même, un gars de 23 ans. C'est ça, parce que je regardais 23 ans, je dis OK, j'ai pas de l'air de parler à un gars de 23 ans. Non, c'est ça. Donc, Charles, je le connais un petit peu plus maintenant parce qu'il s'entraîne avec Brazilian Top Team, avec le Jiu-Jitsu. Donc, évidemment, c'était mon équipe à moi. Donc, je le croise un petit peu plus souvent. Et super terre à terre, il est serein, il semble être en paix avec lui-même aussi. Donc, au niveau des problèmes qu'il a passés, il nous en a glissé un petit mot. On s'entend que ça reste personnel, mais il nous en a glissé un petit mot. Il a été capable de passer à travers ça. Donc, écoute. Ça arrive à tout le monde, en fait. Puis ça va bien. Sa carrière va bien. C'est ça, puis exact. Même à ça, il a trouvé. Je ne veux pas dire trouver une façon, mais même à ça, ça allait pas bien dans sa vie. Puis il regardait. Tu questionnes et tout ça. Exactement. Donc, écoute, c'est bon pour lui. Puis parce que. Il faut qu'il ait la tête claire quand même. Parce que là, on parle à lui, là, mais c'est quand même un très, très gros combat qu'il y a demain face à Jesse Ronson. Et puis, je pense que tu n'es pas convaincu encore que c'est nécessairement une bonne idée pour la suite de sa carrière. Lui, il dit je le fais pour le défi. Si je gagne, ça peut m'ouvrir des portes et tout ça. Mais on n'a pas parlé qu'en cas de défaite, ça peut être dangereux 100%. pour lui. Là. Moi, personnellement, je pense pas que c'est un bon combat. Je pense pas que c'est un combat. Je veux pas dire qu'il n'est pas intelligent, mais je pense que pour une carrière, je pense pas que c'est un combat intelligent à faire. Monter de quadrille de poids face à un gars qui est sur 5 victoires de suite. C'est ça, en fait, c'est surtout l'adversaire. Jesse Ronson, qui est un gars qui est dur, qui est tough. Même si je vais donner l'avantage, un léger avantage à Jourdain là-dessus, mais tu sais, monter de quadrille de poids pour absolument rien, pour un combat, puis il sait qu'il va pas faire sa carrière là-dedans, à 23 ans, tu restes dans ta quadrille de poids, puis tu attends les challenges. Tu accumules les victoires, en fait. À chaque victoire, ça te donne un élément de négociation de plus. Oui, exact. Et est-ce que vraiment une victoire face à Jesse Ronson, ça va l'amener au niveau international? Tu sais, je pense plus que sa série de victoires va l'amener ailleurs dans une grosse organisation, plus qu'une victoire face à Jesse Ronson. Donc, pour ça, je pense pas que c'est un combat intelligent. Je veux pas dire que c'est pas un bon combat, mais pour la carrière, je pense pas que c'est un move super... C'est pas très stratégique. Stratégique, exactement. J'aime mieux ce terme-là. C'est ça, exact. mais l'autre côté de la médaille, c'est que on peut pas dire que Charles Jourdain n'a pas peur des défis. Non, parce que, écoute, le dernier gala, je pense, le dernier gala qui a été annulé, il y avait un gars à 185 livres qui ne pouvait pas se battre, puis il a dit, moi, je suis prêt, je vais y aller à 185. Donc, tu sais, il a fait un Donald Cerrone. Ben oui, mais c'est ça. Puis ça, on aime ça. Puis ça peut l'amener loin aussi dans ce sport-là. Donc, la grande finale de TKO 47 demain au Centre Claude Robillard de Montréal. Charles Jourdain, champion chez les 145 livres à TKO, va affronter le champion chez les 155 livres, Jesse Ronson. Ça va se passer à 155 livres, donc Charles a la chance de devenir double champion. Un autre combat
En fait, il y a une autre ceinture en jeu, le Malcolm Gordon contre Yoni Sherbatov. Gordon est champion. Sherbatov, on le connaît, ici, il vient de Laval. Tout un athlète. Ça va être pour le championnat des 125 livres. Comment tu vois ce combat-là? Je pense que c'est le classique grappler contre striker. Malcolm Gordon au sol est quand même fort. Là. Mais Sherbatov, il y a une bonne lutte quand même. Il y a une boxe assez spectaculaire. Il y a vraiment une super bonne boxe, Sherbatov. Donc, ça va être intéressant de voir. Là, il s'est pas battu depuis juin quand même l'année dernière. Donc, une longue période d'inactivité. Il y a quand même de l'expérience au niveau de grande organisation. Il a participé à l'Ultime Combattant. Il est arrivé des problèmes avec sa famille. Il a été obligé de revenir ici au pays. Après ça, il est retourné. Il n'avait plus la tête à la compétition. Donc, il n'a pas été capable de se faire justice dans cette série-là. Mais évidemment, pour Malcolm Gordon, qui est un combattant au sol extrêmement dangereux, il a 8 soumissions en 11 combats. Il est sur une séquence de 3 victoires de suite également, avec 3 victoires qui est terminé avant la limite, donc 2 soumissions de suite. Oui, c'est un très, très gros combat. Et si Sherbatov est capable de rester debout, il n'est pas mauvais debout, là, Malcolm, mais il reste que la boxe à Yoni là, est vraiment à point. Un autre niveau peut-être à ce niveau-là. Et un autre combat dont je veux parler, en fait, un combat qui a été annulé, malheureusement. Ouais. Une de tes protégées, Corinne Laframboise, qui est un très bel espoir là, en arts martiaux mixtes féminin au Québec, qui devait se battre contre une Française, Maggie Berchel. Et malheureusement, le combat qui est annulé. Corinne, malchance. Là. Comment elle a pris ça? Écoute, Corinne, elle s'entraîne avec moi. On est quand même assez proches. T'es dans son coin habituellement. Oui, exactement. Et là, évidemment, quand elle a reçu la nouvelle, elle était dévastée complètement à 3 jours, 2 jours d'avis. C'est sûr que le camp d'entraînement, c'est difficile. Là, quand on arrive, on ne peut pas se battre. Donc, si on ne peut pas se battre, on n'est pas payé. Donc, c'est tout ça qui en découle. La chose qu'on sait présentement, écoutez, c'est le coach de son adversaire qui a écrit sur les réseaux sociaux qu'il y avait eu des problèmes avec le promoteur, que c'était pas réussi à s'entendre et que c'était la dernière fois qu'il faisait affaire avec cette promotion-là. Donc, c'est la seule chose. Je dis pas qu'il a raison, je dis pas qu'il a tort. C'est la seule chose qu'on a été capable de lire. C'est ça, on a très peu de détails sur ce qui est arrivé. Donc, écoutez, je lance pas la pierre à TKO, je lance pas la pierre à l'adversaire à Corinne. Je trouve ça juste plate que Corinne se retrouve devant rien et c'est elle qui paye le prix à la fin. Et c'est pas son adversaire qu'elle est supposée avoir, c'est pas l'organisation, c'est elle. Et je trouve ça dommage que dans des situations comme ça, on n'est pas capable de dédommager moindrement. Et je sais pas s'ils vont le faire. S'ils le font, tant mieux. On va lui dire bravo, puis sérieux, c'est vraiment bien. Sauf que c'est dommage si ça n'arrive pas, on n'est pas capable de dédommager des combattants moindrement la moitié qui était supposé avoir, ou whatever. Donner quelque chose pour une question de respect. Ouais, parce que t'as fait un camp d'entraînement, t'as fait les sacrifices qu'il faut pour arriver, et là, à quelques jours d'avis seulement, t'as fait tous ces sacrifices-là pour rien, entre guillemets. Exact. C'est sûr que là, on va peut-être la replacer le 24 mai à Gatineau. Donc, mais c'est pas la même chose. À Gatineau, elle n'est pas chez eux. Là. Donc là, il va y avoir beaucoup de moins de monde qui va. Elle avait déjà vendu des billets, sa famille, après ça, tu es obligé de revenir. Déjà, les reprendre. C'est du tracas. Là. Surtout vendre des billets, c'est. Pour le dire, c'est de la merde. Pour vrai, là, tu veux pas faire ça quand tu es un combattant. T'es payé pour te battre, pas pour vendre des billets. Mais des fois, si tu vas avoir plus de monde qui viennent, puis on demande de vendre des billets, ben c'est ça. Après ça, t'es pogné avec si une situation comme ça arrive, puis t'es obligé de rembourser tout le monde. Excellent. Donc, bref, dommage pour Corinne, qui ne pourra pas se battre jeudi. Je rappelle que c'est jeudi soir au Centre Claude Robillard. Elle était en forme, Corinne? Elle était top shape, pour vrai, là, vraiment. Elle était prête mentalement, physiquement. Physiquement, elle a toujours été prête. C'est toujours une question mentale pour Corinne, là, au niveau de confiance, peut-être d'avoir peur que ce que l'adversaire allait faire, plus se focusser sur qu'est-ce qu'elle allait faire. Donc, on a travaillé beaucoup là-dessus. Je pense que mon expérience avec elle, on a parlé beaucoup. Ça l'a aidé, mais elle s'est aidée elle-même aussi là, en l'entraînement puis en prenant tous les conseils de tout le monde qui avait plus d'expérience qu'elle. Donc, oui, c'est dommage, mais on espère qu'elle sera de la carte le 24 mai puis qu'elle va être capable de performer. Dossier à suivre. En passant, si vous voulez connaître plus les combattants québécois, là, on a parlé à Charles Jourdain, Corinne Laframboise, on vous la mentionne, Marc-André Barriot qui va faire ses débuts à l'UFC, sa copine Jade Masson-Wang. Il y a une série télé, une série documentaire
qui va être diffusé ce printemps à partir du mois de juin sur les ondes de Z-Télé. Pat, Ouais. Pat a participé à ça. Il va y avoir un documentaire sur toi. Exact. Après ça, Qui est sérieusement incroyable. Moi, j'ai vu la première, je l'ai vu, ça va être le 12 ou le 13 juin, je pense. On va vérifier les informations. Ça va être le 12 Je juin. vais regarder. Mon documentaire d'1 heure sur moi, sur ma vie, dans le fond. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu les documentaires de ESPN 30 on 30. C'est aussi beau. C'est de toute beauté. C'est Pixcom qui ont fait ça. Et Simon Sachel, qui est le réalisateur de ça, c'est incroyable. Donc, on s'en va, on retourne dans ma ville, on retourne dans mes quartiers quand j'étais jeune. On parle à mon premier entraîneur. C'est vraiment là, spectaculaire. Et ça va donner l'envoi de la télésérie Les Combattants, qui va être des capsules web et en même temps des petites émissions de 20 minutes par la suite sur les combattants que tu as nommés. Donc, Ça, pour faire non. découvrir la relève. Patrick Côté, Corinne Laframboise, Charles Jourdain, Jade Massawang ainsi que Marc-André Barriot au mois de juin sur Z-Télé et ça va être également sur le rds.ca aussi, ces capsules-là. Donc, pour apprendre à connaître les combattants de chez nous qui, ma foi, ont... l'avenir est prometteur pour les combattants d'ici. Marc-André commence à l'UFC au mois de mai. Jade, c'est son rêve aussi de se rendre à l'UFC. Et puis, on a parlé à Charles qui lui, UFC ou ailleurs, partout dans le monde, il veut gagner sa vie avec son art, là, avec son sport. Donc, bref, ça risque d'être très, très, très intéressant à ce niveau-là. Oui, effectivement. Pas le choix de parler de ce qui s'en vient cette fin de semaine du côté de l'UFC, Pat. UFC 236 à Chicago. Non, j'ai un blanc. C'est à Chicago? Non, C'était Atlanta, 236, c'était Atlanta, exactement. Ouais. C'est ça. En le disant, j'ai Max Holloway contre Dustin Poirier et Kelvin Gastelum contre Israel Adesanya, les deux combats principaux de cette carte-là, 2 titres intérimaires. Parlons de la finale, Holloway contre Poirier, une reprise d'un combat qui avait eu lieu pour la première fois à l'UFC 143 en février 2012. Ça fait 7 ans. Ouais, et Poirier avait battu Max Holloway par clé de bras. Mais là, on peut pas se fier sur ce combat-là. Tellement jeune. Tu regardes les images de ça, de ces deux bébés. Exact. Puis aujourd'hui, je peux affirmer, et j'affirme, que Max Holloway s'est beaucoup plus amélioré que Dustin Poirier dans les 7 dernières années. Est-ce que leur résultat va être le même? Peut-être, mais si on regarde l'évolution des deux, évidemment, Max Holloway a pris une coche sur les deux. Mais encore une fois, l'aspect mental, Poirier l'a déjà battu, ça peut jouer là-dessus également. Poirier est encore meilleur au sol, je pense, que Holloway, mais Holloway a tellement amélioré son jeu d'ensemble, s'empêcher de se faire amener au sol également. Il travaille en volume, il est agressif, il a une confiance inébranlable maintenant, Max Holloway. Écoute, ça va être tout un combat et ça, c'en est un autre là, qui monte de catégorie de poids parce qu'à 145 livres, on va se dire, là, il a fait le ménage. Donc là, il monte à 155 pour devenir un double champion également et là, reste à voir qu'est-ce qui va arriver après. Ça va être le champion intérimaire. Est-ce que le gagnant de ce combat-là va affronter Nurmagomedov? D'habitude, c'est la logique, mais la logique à l'UFC, des fois, ça ne suit pas. Exact. Sauf que, tu sais, moi, ce combat-là, je le trouve extraordinaire. Je suis vraiment hâte de le voir. Depuis qu'il a été annoncé, j'ai vraiment hâte. Mais encore une fois, j'ai des problèmes, moi, avec le champion intérimaire. J'ai bien de la misère avec ça. Parce que si Max Holloway le gagne, là, mais là, la catégorie des 145 livres là, va tomber sur le neutre pour avoir un autre combat de championnat du monde. Donc, tu sais, je me mets là, dans la peau des Renato Moicano, des affaires de la main. Là. Non pas que j'ai hâte de voir Renato Moicano, même si c'est un excellent combattant, mais ça ne sera pas un gros combat qui va vendre. Mais reste, je me mets dans la peau de ces gars-là qui attendent et sont aspirants numéro 1. Puis là, tu vois le champion qui s'en va à une autre catégorie, puis là, il devient champion intérimaire, puis là, il continue dans l'autre catégorie, puis là, tu peux plus te rebattre avec à 145 livres parce qu'il continue. C'est ça que j'aime pas bien des combats Ces deux intérimaires. catégories-là, ça a probablement été les pires, là, dans le sens... Tu sais, Connor, chez les 145 livres, Connor... Ça y a pris du temps avant de En fait, il l'a jamais défendu, sa ceinture. Il n'a jamais défendu une ceinture. Une ceinture. Puis après ça, à 155 livres, c'est long aussi. Tout ce qui arrive avec Nurmagomedov. Il est suspendu. Donc, c'est deux catégories où il y a des combattants incroyables. Là, tu te dis, il faudrait que ça roule. Là, puis c'est les deux des catégories où il y a le plus de combattants aussi. Là. Ouais. Et puis ça avance pas. Puis les gars arrivent au sommet puis sont bloqués. Mais d'un autre côté... Dustin Poirier, s'il y en a un qui mérite d'avoir un combat, 100%. une chance à la ceinture, ça c'est unanime. Là. Tu vas lire n'importe quel analyste, n'importe quel amateur, il va dire il était temps que ce gars-là
ait une chance au titre. Il est là depuis tellement longtemps. C'est un des préférés des partisans. Des grosses victoires dans sa carrière. Puis des défaites difficiles qui sont arrivées à de très mauvais moments. Oui. Qui l'ont freiné. Mais ça a tout le temps été la même chose. Toutes les fois qu'il était très proche de passer à l'étape suivante, d'avoir un combat de championnat du monde ou quelque chose comme ça, il l'a perdu. Donc, il a tout le temps été très, très proche. Il n'a jamais été capable de boucler la boucle comme tel pour se placer dans une position d'aspirant obligatoire. Mais là, il a sa chance au titre, enfin. Et puis, Colin, c'est deux de mes combattants préférés. Ah, mais écoute, moi aussi, là... J'ai mon cœur est déchiré. Je sais pas pour qui prendre. Moi, je prends pour personne parce que j'aimerais ça que les deux gagnent, probablement, mais c'est dur à prédire. Je pense que Holloway, tu as raison, il travaille tellement en volume. Puis la confiance est inébranlable. Puis bonne chance de Dustin Poirier d'amener Max Holloway au sol là, depuis 6 ans. C'est pas arrivé souvent qu'il est allé au sol. Tu sais, la dernière fois que Poirier a perdu, c'est face à Michael Johnson. Et comment Michael Johnson l'a battu? Avec le volume de coups qu'il lançait. C'est exactement comme ça, Michael Johnson. On s'entend, Michael Johnson, c'est une boîte à surprise. Là. Des fois, il se présente pas. Il avait connu une bonne soirée. Il se présente, puis quand il se présente, il connaît des soirées extraordinaires. Et cette soirée-là, il s'était présenté et Poirier s'était fait passer le KO au premier round. Mais la boxe de Johnson, c'est ça qui avait fait la différence. Le contrôle de la distance, le volume de coups lancés. Et c'était exactement ce que Max Holloway fait. En même temps, Poirier a bien fait contre Anthony Pettis, qui est un bon gars, qui est un bon boxeur. Mais Justin Gaethje, qui est un gars qui frappe en volume aussi et qui avance beaucoup, il a battu Justin Gaethje et Eddie Alvarez, qui est un striker aussi. Donc, il a l'expérience. Mais Max Holloway, c'est une coche au-dessus de ces gars-là. C'est parce que Max Holloway, non seulement il lance beaucoup de coups, il a un style difficile à contrer, un style imprévisible. C'est le contrôle de distance. Extrêmement précis. Exactement. Donc, tu parles de Justin Gaethje, tu parles d'Eddie Alvarez, deux combattants de l'élite mondiale, mais ils n'ont pas la technique de boxe de Max Holloway. Max Holloway frappe en ligne droite, contrôle la distance, in and out. Il se fait rarement toucher en contre-attaque aussi. Donc, c'est ça qui fait sa grande force de Max Holloway. Et on l'a vu, là, quand il a décidé d'ouvrir la machine là, face à Brian Ortega, écoute, ça vient des deux mains, c'est une mitraillette. Là. C'est ça. Donc, écoute... il y a eu 400 coups lancés. C'est pour ça 400 coups qui ont touché la cible. Puis sur une série de victoires incroyable. 13 victoires. Tu sais, moi, j'ai bien de la misère à aller contre Max Holloway, même si j'adore aussi Dustin Poirier. Moi, je vais y aller avec Max Holloway encore. Je pense qu'il va devenir champion intérimaire, double champion pour Max Holloway. Et écoute, je sais pas qui va être capable de le détrôner présentement, Max Holloway. Là. Ça va être un lutteur incroyable qui va être capable de le piner à terre. Et là, on parle de Nurmagomedov. Mais à part ça, pour l'instant, je vois pas qui est capable de rivaliser avec Max Holloway. Est-ce que tu vois une grosse différence entre 145 et 155? Est-ce que le fait qu'il passe de catégorie de poids, ça peut avoir un impact? J'ai pas l'impression qu'il va être vraiment plus petit que Poirier. Là. Moi non plus, et son style de combat, ça change rien. C'est ça. Hein? Parce que c'est pas un gars qui va lutter, c'est pas un gars qui va aller au sol, qui va tenter de lutter son adversaire, c'est un gars qui travaille à distance. Donc, qui paye 145 ou 155, ça change absolument rien. Et c'est pas un one-punch knockout, là. Lui, s'il travaille en volume. Donc, encore une fois, ça change absolument rien. Donc, je pense pas que ça va faire une grande différence là-dessus. Est-ce que tu penses que Poirier va essayer d'amener le combat au sol? Ça fait... il est meilleur au sol que Max Holloway, mais ça... Sur papier, c'est plus quelque chose qui est dans son arsenal beaucoup. Là. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Dustin Poirier essayer de battre quelqu'un au sol. C'est un gars qui aime ça donner un spectacle aussi, puis il a confiance en ses habiletés debout. Là. Mais je pense que la meilleure solution ou la meilleure stratégie, ce serait d'aller au sol. Mais est-ce que tu penses qu'il va aller là? Est-ce qu'il y a la lutte nécessaire pour amener le combat au sol? Présentement, contre un Max Holloway tellement amélioré, je sais pas. On va le voir. Qui garde ses adversaires à distance, Max Holloway, c'est ça. C'est sûr que pour Poirier, il va falloir qu'il trouve une façon de rentrer à l'intérieur. Il ne peut pas se battre à distance avec Holloway, il va se faire manger tout rond. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est un gars qui est super explosif et, tu sais, quand on dit tout le temps, là, c'est son temps. C'est son temps, Dustin Poirier. Là. C'est là ou jamais. C'est là qu'il faut qu'il sorte la performance de sa vie. Sinon, là, il est rendu à 30 ans, il n'est pas vieux. Mais il y a du village. Exactement. Puis là, il est sur une série de 5 victoires ou 3 victoires. 5 combats sans défaite. Il y a un no contest là-dedans. Un no contest.
s'il perd, il retombe à 0 à 30 ans, c'est terminé. Là. Surtout à 155 livres, tu comprends? En tout cas, c'est terminé. Peut-être pas à 0, mais... Non, mais... Pas de recul. Ce que je veux dire, c'est que c'est là. Son moment est là. Sa fenêtre est là pour Dustin Poirier. Il ne peut pas passer à côté. Donc là, c'est pour ça que je me dis que ce combat-là va être extraordinaire. Mais même à ça, j'ai bien de la misère à aller contre Max Holloway. Écoute ça. Avant de se faire amener au sol par Brian Ortega, Max Holloway a passé 9 combats de suite avec une défense contre les amener au sol parfaite. Donc, en une série de 9 combats avant son dernier où personne n'a réussi à l'amener au sol, il passe 4 minutes sur 5 à distance. Donc, se battre dans le clinch, essayer d'aller dans le clinch, d'amener Holloway contre la cage ou au sol, c'est pratiquement impossible. Il tente 51,2 coups de puissance à la tête par ronde en moyenne. Ouais. C'est incroyable. Et puis Poirier est pas loin en arrière à 49,1. Mais ça, là, on parle des 2 gars qui frappent le plus en volume, peut-être de l'UFC ou en tout cas de la catégorie. On parlait de précision, le Max Holloway, le 28 c'est pas vrai. La moyenne de précision chez les poids légers, c'est 28 avec les coups de puissance. Holloway est à 47 de précision. Puis Poirier à 48 non plus. C'est 2 gars qui se ressemblent quand même au niveau des statistiques, à tout le moins. Effectivement. Tu parlais de c'est pas fait amener au sol pendant presque 9 combats avant Brian Ortega. Je pense que, et je suis pas mal sûr, Dustin Poirier a une meilleure lutte que Brian Ortega. Ça j'en suis convaincu. Et tu regardes quand même les adversaires qu'il y a eu, à part Ricardo Lamas, dans ses 8 derniers combats, 9 combats, il n'y a pas grand lutteur là-dedans. Là. Holloway, ça? Non. Ouais, t'as Aldo, t'as Pettis, t'as Jeremy Stephens, t'as Charles Oliveira qui est incroyable au sol, mais pas une lutte vraiment à tout casser. C'est ça. Donc, je pense que dans ces 10 derniers combats, Dustin Poirier va être le meilleur lutteur qu'il va avoir affronté. Mais reste à voir s'il va même essayer d'aller au sol. Parce que, comme je te dis... Oui, parce que Poirier, c'est un gamer. Il va rester debout, il va vouloir l'essayer, vouloir se tester. Mais encore une fois, je le répète, sa fenêtre est là. C'est là. Il peut pas... Et lui aussi le sait. Il peut pas passer à côté. C'est samedi soir que ça se passe où ça va prendre du temps, je pense, avant qu'il soit capable de se replacer dans une situation de la sorte. Non, parce que le classement est tellement serré, les gars sont tellement bons, puis il y a d'autres personnes en arrière de lui. Si lui attend sa chance depuis longtemps, c'est un Tony Ferguson, il attend sa chance depuis combien de temps aussi? Justin Gaethje, s'il continue à gagner, il va avoir peut-être une autre chance au titre. Bref. Max Holloway contre Dustin Poirier, combat très, très, très intriguant. Puis l'action ne manquera pas, je pense, non plus dans ce combat-là. Donc, très hâte de voir ça. Ouais. En demi-finale, Israel Adesanya, le plus bel espoir de l'UFC. Toutes catégories confondues, qui va affronter Kelvin Gastelum, le mauvais garçon, un petit peu. En tout cas, le gars qui aime ça, se déclarer champion alors qu'il n'est pas champion, à tout le moins. Non, c'est parce que lui, il a dit... Moi, je me suis préparé pour un combat de championnat du monde. Je me suis présenté. Le champion ne s'est pas présenté, donc je gagne par forfait. Donc, évidemment, dans sa tête, ça marche de même, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Là. Puis je pense on a toujours une chance dans ce sport-là. C'est la beauté du sport, en fait. Mais je pense pas qu'il y ait les outils pour battre Israel Adesanya. Peut-être debout, mais quand même, Gastelum, c'est un gars qui m'impressionne parce que toutes les fois, il sort des choses extraordinaires. Sauf qu'Adesanya, c'est la première fois, je trouve, que dans l'UFC, on va lui donner un combattant qui n'est pas fait sur mesure pour lui. Un combattant qui veut se battre debout, qui veut rester debout. Puis là, on parle de Martin Vettori, Brad Tavares, c'est des gars de debout. Derek Brunson, un peu un lutteur, mais Brunson, on dirait qu'il ne sait pas jamais quelle stratégie prendre. À un moment donné, il pourrait utiliser sa lutte, mais il décide de rester debout. Des fois, là, il pourrait rester debout, il est un peu mêlé dans ses stratégies. Donc, tu regardes ça, puis là, c'est vraiment un adversaire pour Adesanya qui n'est pas fait sur mesure pour lui. Parce que Gastelum, c'est un bon lutteur. Il a un ground and pound assez solide aussi. Mais il ne va pas au sol. Ça fait longtemps, lui aussi. On parle de Poirier, ça fait longtemps qu'il n'a pas été au sol. Oui. Il me semble que Gastelum, il a un background de lutte. Il devrait l'utiliser plus souvent, mais on dirait qu'une fois que tu goûtes au knockout, là, au one-punch knockout, ça devient une drogue. Oui. Puis tu as juste le goût de répéter l'expérience. Sauf qu'à sa défense, son dernier combat, c'était contre Jacare. Donc, n'importe qui. Tu veux pas aller au sol. Tu veux pas aller au gros sol contre Jacare. Puis avancer et passer une knockout à Pittsburgh. Donc, combat de championnat intérimaire. Je crois qu'Adesanya va remporter la victoire parce que Gastelum va avoir beaucoup de difficultés à s'approcher.
Il va y avoir C'est une ça. différence de reach dans ce combat-là assez importante. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence. Adesanya est tellement confiant, 16 victoires en autant de combats. Donc, ça va être intéressant de voir parce que Gastelum, quand même, juste sur 2 victoires de suite, dont sa dernière face à Jacare qui était décision partagée. C'est ça. Mais moi, j'aime bien Gastelum. Je le trouve comique. Puis, tu sais, à 185 livres, il a comme redécouvert son futur, sa carrière. T'sais. Oui, parce qu'à 170 livres, on s'entend que ça ne fonctionnait pas du tout. Là. En fait, il était bon, mais quand il faisait le poids une fois sur 2. Ouais, il l'a sur pas fait 3, souvent, exactement. Il y a Donc, vraiment eu des problèmes à ce niveau-là. Donc ça va donner l'envoi vers combat face à Robert Whittaker, qui va être intéressant parce qu'au début, c'était supposé être Gastelum contre Whittaker. On sait, en Australie, Whittaker a une hernie. Donc, il n'a pas été capable de se présenter pour le combat. Donc, 15 victoires, 3 défaites seulement pour Gastelum et 16 victoires en autant de combat pour Adesanya. Donc, c'est un gros combat encore une fois. Ça va être... j'ai bien hâte de voir... Le menton d'Adesanya va peut-être être testé pour une des premières fois dans l'UFC. Oui, ça se peut. Parce que si Gastelum est capable, c'est ça. Parce que, encore une fois, je vous ai sorti quelques statistiques. Là, quand ses adversaires visent la tête, Adesanya se fait toucher seulement 12% du temps. Ça veut dire, c'est un coup sur 10 qui est tenté, qui réussit à toucher la cible. Défensivement, il est très bon. Là, je veux dire, il reste à distance, utilise son kickboxing, ses coups de pied, ses coups de poing. Ouais. Non, puis il est très bon pour s'ajuster au style de son adversaire. Il y a juste 16 combats dans martiaux mix, mais en kickboxing, 75 victoires. Il y a tellement beaucoup d'expérience. Et quand il s'est battu contre Anderson Silva avait amené dans son coin, dans son camp d'entraînement, lui qui a battu 2 fois Adesanya en kickboxing et ça n'a rien changé. Parce que Adesanya évolue tellement vite, il a un style tellement unique. Donc, ça, c'est difficile de se battre contre un gars comme Adesanya parce que du côté de Gastelum, il faut qu'il trouve des partenaires d'entraînement qui bougent comme lui. C'est ça qui est compliqué quand tu te bats contre des adversaires contre Anderson Silva. Des adversaires contre Adesanya, plein d'adversaires comme Thompson. C'est des gars qui ont des styles uniques. Puis il faut que tu trouves des partenaires d'entraînement qui ressemblent, qui bougent un peu comme eux autres. Bonne chance, c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Donc, pour Gastelum, peut-être que la première minute, il va être mêlé un peu. Il va essayer de comprendre le style d'Adesanya. Puis c'est peut-être là qu'il va se faire toucher le plus. Mais moi, je pense qu'il faut qu'il rentre direct dedans puis il laisse pas une chance. Qu'il réussisse peut-être à aller chercher un double leg puis d'aller chercher du ground and pound. Parce que je ne sais pas si Adesanya va être capable de se relever si Gastelum réussit à mettre du ground and pound assez solide dessus. Ouais, Adesanya est déjà allé au sol à l'UFC, je me rappelle. Ouais. Il a déjà eu quelques difficultés à se relever, mais avait réussi quand même à... il n'avait pas réussi à se relever, mais avait réussi rapidement, mais avait réussi à limiter les dommages que son adversaire avait infligés au sol. Ouais, Brunson l'avait amené au sol assez rapidement, mais c'était relevé tout de suite. Brunson n'avait pas sécurisé sa position au sol, avait laissé trop d'espace. Mais écoute, encore une fois, c'est un combat extraordinaire. Est-ce que tu comprends le hype qu'il y a autour d'Adesanya? Est-ce que tu penses que c'est justifié? Parce que seulement 5 combats à l'UFC, c'est 2-3 premiers des combats assez faciles, pas des adversaires là, très, très, très... Non, mais c'est des gars du UFC pareil. Oui, non, exact. Tu comprends, je comprends ce que tu veux dire. Puis moi aussi, c'est pour ça que je dis qu'il y a eu des adversaires. Il y a eu des adversaires faits à sa mesure. Mais il reste que, si lui, il fait paraître un combat facile à l'UFC, c'est parce qu'il est une coche au-dessus des autres. Là. C'est un peu comme Sidney Crosby. Là, on dirait que jouer au hockey, c'est facile. Mais il joue avec les meilleurs au monde. Ça veut dire que ces athlètes-là sont une coche au-dessus de tout le monde. Donc, mais tu sais, pour Adesanya, est-ce que le hype est bon? 13 KO en 16 victoires. Tu regardes tout ce qu'il a fait dans sa carrière en kickboxing? Oui. Et sa personnalité, son style aussi. Donc, oui, le hype est autour de lui. Puis écoute, il l'a pas volé. Tu regardes sa fiche, les faits sont là. 3 KO en 5 victoires à l'UFC, si je ne me trompe pas. Exact. Donc, effectivement, c'est vrai. Les bottines suivent les babines, comme on dit. Oui, exact. Puis, il aime ça. Il aime ça avoir l'attention sur lui. Il croule pas sur la pression. Tu as raison, c'est vrai. C'est l'impression qu'il nous donne. Il aime ça. C'est un showman. Il aime ça, performer sous pression, effectivement. Donc, peut-être que le gagnant de ce... logiquement, en fait, le gagnant de ce combat-là va affronter Robert Whittaker. Oui, ça a déjà été annoncé. Je vous rappelle que Whittaker s'est battu une fois en 3 ans. Tellement malchanceux au niveau des blessures et des
problème de santé. La dernière fois, c'était une hernie. Donc, en espérant qu'il va pouvoir défendre son titre bientôt. On parle d'un retour peut-être au mois d'août pour l'entraînement, fin de l'été, donc septembre ou octobre pour un retour de Robert Whittaker dans l'octogone. Est-ce qu'il y a d'autres combats sur cette carte-là qui attiraient ton attention? Le combat avant les deux finales, si on veut, là, c'est Eric Anders contre Khalid Roundtree. Ça va cogner en masse. Ça va pas aller au sol, je pense pas, ce combat-là. Non, je pense. Alan Jouban aussi face à Dwight Grant, ça devrait cogner assez solide. Écoute, c'est une carte, je trouve que les combats sont bien balancés. Ouais. Moi, j'ai bien hâte de voir Alexandre Pantoja, qui, moi, je trouve que c'est un combattant extraordinaire, vraiment spectaculaire. À 125 livres, oui. Oui, exact. Il se donne des coups de pied sautés, il tourne en rond. C'est vraiment... Moi, j'aime bien le voir... J'aime bien le voir performer. Et oui, écoute, ça va être vraiment une super carte pour vrai. Et ça va commencer à RDS 2 et par la suite sur les ondes de télé à la carte. Exact. Et juste avant ça, eh bien, on va avoir une entrevue avec Marc-André Barriault aussi qui va venir en studio. Oh. Donc, on va parler de Marc-André Barriault, de son prochain combat, qui voit son approche vers son premier combat dans l'histoire de l'UFC, sa préparation, où ce qu'on est rendu. Donc, tout le tralala sur le... On est à quoi? On est à 3 semaines là, présentement. Là. C'est vrai. 3 semaines c'est du 4 combat, mai à donc, Ottawa. ça s'en vient vraiment assez rapidement. En passant, si vous suivez les arts martiaux mixtes, si vous suivez l'UFC, vous avez appris qu'aux États-Unis, c'est sur ESPN+, maintenant, l'application ESPN, qu'on commande les galas à la télé à la carte. Simplement préciser à nos auditeurs qu'au Canada, il n'y a rien qui change. Même si vous voulez, vous achetiez vos galas à la télé, à la carte, Indigo ou Bellefib, c'est la même procédure qu'auparavant. Et puis, si vous les achetiez aussi sur UFC Fight Pass, l'application UFC, si vous êtes abonné, vous pouvez acheter les galas sur cette plateforme-là encore une fois au Canada. Donc, le changement là, au niveau de la télé à la carte qui a été annoncé, c'est simplement aux États-Unis. Chez nous, ça ne change absolument rien. Et Pat et Jean-Paul seront bien sûr là avec vous ce samedi. Terminons cette émission avec une grosse nouvelle qui a quand même fait énormément jaser. On en a déjà parlé au podcast. Attends, je veux juste dire un petit mot. Okay, qu'on n'avait pas. WrestleMania, ce week-end dernier, dimanche passé. C'est dimanche. Brock Lesnar a perdu. Et là, on dirait que tout était fait pour qu'il soit libéré pour finalement signer le contrat avec Daniel Cormier. Ah, OK, donc ouais, là, c'est ça. Là, avant de terminer là-dessus, je voulais juste parler de ça vite. Là. Attendez-vous, moi je pense que ça va arriver très très prochainement. On avait déjà peut-être annoncé que l'UFC 241, Stipe Miocic face à Daniel Cormier, c'était quasiment fait. Mais là, Brock Lesnar a perdu à WrestleMania, donc ça laisse la porte ouverte vers une signature de retour avec l'UFC. Il va devoir rentrer dans le pool. Il est déjà rentré. Ça fait quand même un petit bout qu'il est déjà rentré. C'est peut-être pour ça qu'il a perdu. C'est ça, parce que ça peut prendre... normalement, ça prend 6 mois, mais s'il a déjà commencé à faire les tests... ça fait un petit bout. C'est bon, ok. J'ai pas suivi la lutte, honnêtement. Là, mais j'aurais dû, parce que c'est vrai qu'on en avait tellement parlé qu'il y avait un lien entre Lesnar. Puis bon. Puis Ronda Rousey a perdu aussi. On s'attendait. Elle a perdu, ok. Ouais. On s'attendait à ce que Cormier, même, il y avait des rumeurs qui disaient que Cormier allait être sur place, même Conor McGregor, peut-être. Conor McGregor qui a écrit sur Twitter. Félicitations à Becky Lynch qui a battu Ronda Rousey, je pense. Elle vient d'Irlande aussi. Elle a dit c'est vrai, je pourrais pas faire ce que ces athlètes-là font. 3 petits points. Mais peut-être que je pourrais finalement, tu sais. Puis là, Stephanie McMahon qui dit ben, tu sauras pas tant que tu n'essayeras pas. Ouais, non, c'est sûr. On lance des perches, on lance des exact. Donc, ça sera pour plus tard, une autre émission. On fera un merge de nos podcasts avec celui de Stéphane de lutte. Il faut terminer. Le temps file. TJ Dillashaw, c'est confirmé, suspendu 2 ans. On en avait parlé au podcast, mais on attendait d'avoir plus de détails. Là, on savait qu'elle allait être suspendue, mais on ne savait pas combien de temps, on ne savait pas quelle substance. Là, on parle de PO. C'est la même chose que Lance Armstrong prenait. C'est pour vraiment aider au niveau cardiovasculaire. Exact. J'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup d'informations là-dessus. OK. Premièrement, le PO, c'est quoi? Le PO, ça se prend, c'est du blood doping. Okay? C'est du dopage sanguin. Impossible que tu aies eu ça dans des suppléments contaminés. Ouais. OK? Ça, c'est impossible. Impossible que quelqu'un ait voulu saccager ta carrière en contaminant des suppléments, des choses comme ça. Il faut que toi-même, tu te fasses une injection intraveineuse. C'est du blood doping. Quand on parle du dopage, tu as le dopage et tu as le dopage sanguin qui vient encore plus haut que le dopage ordinaire au niveau des fautes. La suspension
au niveau du comité olympique, c'est 4 ans. Et là, à l'UFC avec l'USCDA, c'est 2 ans seulement, mais juste pour te montrer comment que c'est important et que c'est pris vraiment au sérieux, c'est 4 ans au niveau du comité olympique. Ce que ça fait, le PO, c'est que ça augmente tes globules rouges et que ça te donne une meilleure capacité de récupération et surtout une meilleure capacité cardiovasculaire. Donc, c'est pas une question d'explosion, c'est pas une question de devenir plus fort physiquement, mais ça va te donner du jus pour courir 5 marathons ou pour faire le Tour de France. Hein, on s'entend? Donc, c'est exactement ça. Pourquoi on n'a pas été capable de trouver cette substance-là avant? C'est que avant, il n'y avait pas de carnet sanguin pour les combattants de l'USCDA. Ça fait quelques années qu'ils ont commencé à faire ça. Avant, c'était seulement des tests dans l'urine. Maintenant, on a des passeports sanguins pour les combattants et on suit l'évolution à toutes les fois qu'ils sont testés. Surtout les champions sont testés quand même assez souvent. Et là, on regarde le passeport sanguin. Le PO n'est pas une substance qu'on teste systématiquement. Exactement. Systématiquement. 4 syllabes. Exactement. Donc, elle est quoi la tête? C'est ça qui arrive. Moi, c'est tout le temps mon excuse. Donc, pour ça, il faut qu'on pousse les tests un petit peu plus loin. Et on a découvert, là, on s'est testé EPO, et là, on a découvert, en plus, on a refait un autre test de son test de 28 décembre, et il teste encore positif sur l'EPO. Ça peut faire des années et des années qu'il prend de l'EPO et on ne le sait pas parce qu'on n'a pas poussé les tests assez loin pour aller voir ça. Une autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que l'EPO, l'hormone est vivante pendant 2, maximum 3 jours. Après ça, si tu testes, après que je n'en ai pas pris pendant 3 jours, c'est pratiquement impossible. Parce que tu le prends pour ta compétition. Oui, exact. Ça va t'aider. Il faut que tu le prennes quelques heures avant, quelques jours avant, puis ça va t'aider pour une courte période, c'est ça? Oui, mais c'est un cycle quand même. Là. Sauf que c'est la période de vie de cette hormone-là est vraiment limite, est vraiment courte. Donc, après 2 jours, la vie de cette hormone-là meurt. Donc, là, c'est tous les renseignements que je me suis procurés à gauche, à droite. Donc, si j'ai pas raison, là, ceux qui connaissent vraiment ça, envoyez-moi pas promener. Expliquez-moi à la place. Okay? Envoyez-moi pas promener. Mais on va demander à Mme Ayotte, au Dr Ayotte, elle pourrait sûrement nous l'expliquer. J'essaie d'expliquer c'est quoi exactement le PO, puis pourquoi que c'est extrêmement grave, ça. Parce que c'est quelque chose... Puis, on s'entend il faut que tu donnes du mal. Il faut que tu donnes du mal. Il faut que tu veuilles en prendre. Il faut que tu aies des moyens aussi. Ça coûte extrêmement cher. Et il faut que tu aies des médecins qui travaillent avec toi aussi. Puis ce qui est drôle, hein, c'est que Cody Garbrandt disait souvent à Valor Kawa, il dit « Ouais, non, Dillashaw nous montrait comment faire pour se doper. » Tant qu'il n'a pas été trouvé coupable, eh bien, c'est ça. Tant qu'il n'a pas été trouvé coupable, ben, c'est toujours des paroles en l'air. Sauf que là, suspendu 2 ans, bon, un fine de 10 000, là, on s'en fout un peu. Là. Mais suspendu 2 ans, on ne peut pas revenir avant 2021. Et c'est pas juste la suspension, l'inactivité qui fait mal. Là, on met tout en question, son historique. Les astérisques à côté de ses 2 victoires contre Garbrandt, à côté de sa victoire contre Lineker, à côté de sa victoire contre Assunção, à côté de sa victoire contre Barao, qui remonte à 2015. Exact. Et, je vais dire, souvent je dis cette affaire-là, puis le monde il capote un peu, mais c'est la réalité. Les stéroïdes, ça ne te donne pas du talent. Okay? C'est pas à cause de ça qu'il est devenu bon. Okay? Sauf que c'est illégal, puis c'est un tricheur pareil. Donc, tu as triché, ça te donne un edge sur quelqu'un d'autre. Donc, à talent égal, c'est sûr que si tu es boosté, tu vas avoir un avantage à quelque part. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de rendre le sport le plus propre possible, parce que notre outil de travail, c'est notre corps. Donc, si tu boostes ça, tu mets, je sais pas moi, tu le boostes au complet, ça devient une arme. Donc, tu deviens beaucoup plus dangereux que ton adversaire, et c'est là qu'il faut faire attention. Ouais, c'est vraiment dommage parce que TJ Dillashaw, tu l'as dit, nonobstant ça, je pense que le gars avait un certain talent naturel. Oui, exactement. C'est un bon combattant. Oui. Et puis là, ben, tout ce qu'il a fait, comme on vient de le dire, il y a un nuage, le fameux nuage noir, là, il est au-dessus de la tête de TJ Dillashaw. J'ai aimé la réaction de Cody Garbrandt. C'est pas un gars que j'aime beaucoup d'habitude quand il prend la parole en public et qu'il attaque les gars, mais il a dit « Faites-vous-en pas, je chercherai pas de défaite, je me suis pas fait battre par le PO, je me suis mal battu. » Il a pris quand même le blanc de ses... Mais il dit « Je vous l'avais dit. » Mais c'est ça, il dit, mais exact, je vous l'avais dit, et il n'y a pas de fumée sans feu, on a encore la preuve. Et là, j'ai hâte de voir la réaction de TJ Dillashaw. Je pense pas qu'il a répondu publiquement. Tu sais, qu'est-ce qu'il reste à faire? À s'excuser. Puis il n'y a pas le choix de s'excuser puis d'être
honnête là, puis de dire, parce que là, je pense qu'il peut pas mettre le blâme sur des suppléments qui... C'est impossible. C'est le deuxième combattant seulement qui teste à l'EPO. Hein. Le premier, je m'en souviens plus, j'ai un blanc, mais c'est seulement le deuxième. Puis, écoute, c'est grave, là, pour vrai, là, c'est grave. Et il avait pris. Ça fait combien de temps qu'il est là-dessus? C'est ça. On le sait pas. On le sait pas. On parlait tout le temps de sa condition physique légendaire. Puis, lui, oui, c'est des petits poids. D'habitude, il souffle moins vite, mais il était tout le temps de l'énergie, tout le temps à gauche, à droite. Ouais. Aujourd'hui, bien des réponses qui répondent à nos questions. Exact. Bon, c'est dommage pour TJ Dillashaw, un dossier qu'on va continuer à suivre. Peut-être, si on a l'occasion d'en reparler dans un autre épisode. UFC 236 cette fin de semaine. TKO 47 jeudi, le 11 avril, du côté du centre Claude Robillard. Beaucoup d'actions à se mettre sous la dent au cours des prochains jours. Merci énormément d'avoir été là. Merci, Pat. On se retrouve pour un autre épisode de Dans la cage. Super. À bientôt. Introducing first. Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Fight!